20h, 21h, France Info, les informés. Victor Matet. Bonsoir à toutes et à tous avec, comme tous les samedis, vous le savez, le regard des correspondants étrangers sur l'actualité avec la phrase du jour, Emmanuel Macron qui se prononce pour l'arrêt de la livraison d'armes à Israël utilisée à Gaza à 2 jours du premier anniversaire de l'attaque du Hamas en Israël et alors que l'État hébreu poursuit ses frappes au Liban. La situation au Proche-Orient et la présidentielle américaine, elle a lieu dans un mois, jour pour jour, ce sera le 5 novembre. Cela n'a pas échappé à Donald Trump en meeting ce soir en Pennsylvanie sur les lieux même de la tentative d'assassinat qu'il a visé en juillet. Un autre milliardaire sera regardé de près ce soir aux côtés du candidat, c'est Elon Musk, le patron de Tesla et du réseau social X, désormais grand soutien du candidat républicain. Lui se rêve en candidat de la gauche pour 2027 et la présidentielle en France. Première rentrée politique pour Raphaël Glucksmann et son parti Place Publique en Gironde avec l'objectif de proposer une alternative à gauche et à Jean-Luc Mélenchon. Et puis des roses blanches à la main, quelques centaines de personnes ont à nouveau exprimé leur soutien à Gisèle Pélicaud aujourd'hui dans les rues de Mazan dans le Vaucluse. Gisèle Pélicaud dont l'ancien mari est jugé en ce moment, accusé d'avoir drogué son ex-épouse pour la violer et la faire violer par des dizaines d'autres hommes. Bonsoir Adeline Percept. Bonsoir. Correspondante bonsoir à tous. pour la RTBF, la radio et la télé belge à Paris. Bonsoir Léo Klim. Bonsoir. Du journal allemand Der Spiegel. Juan José Dorado est là aussi. Bonsoir. Buenas tardes. Journaliste espagnol, indépendant pour différents médias. Et Richard Verly. Bonsoir Richard. Bonsoir Victor. Correspondant de Blick pour la France et l'Europe. Blick, média suisse, bien évidemment. C'est parti pour une heure de débat. La situation donc d'abord au Proche-Orient, marquée cette semaine par ces frappes de l'Iran sur Israël, des attaques en représailles aux frappes de l'État hébreu qui se poursuivent sur le Liban et la mort du chef du Hamas, Hassan Nasrallah, c'était le week-end dernier. Israël promet désormais à son tour une riposte alors que lundi marquera le premier anniversaire du 7 octobre 2023, l'attaque du Hamas sur le sol israélien, plus de 1000 morts et une centaine d'otages. Depuis, Israël frappe quotidiennement la bande de Gaza. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron s'est exprimé aujourd'hui, appelant à l'arrêt de livraison d'armes. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. La France n'en livre pas. Et maintenant, notre priorité est aussi d'éviter l'escalade. Je pense que nous ne sommes pas entendus, je l'ai redit au Premier ministre Netanyahou, et je pense que c'est une faute, y compris pour la sécurité d'Israël demain. Car ce qui est en train de se passer, et on le voit bien dans nos opinions publiques, mais on le voit de manière encore plus terrible dans les opinions publiques de la région, c'est au fond un ressentiment qui est en train de naître, une haine qui est nourrie par cela. Et le Liban ne peut pas devenir un nouveau Gaza. Et c'est pourquoi, de la même manière, tous ces derniers jours, nous avons demandé à ce qu'il y ait l'arrêt de ces opérations et d'essayer d'engager le maximum d'États de la région et à l'international pour porter la même pression. Le président de la République, chez nos confrères de France Inter, à l'occasion d'une émission spéciale consacrée à la francophonie, entretien enregistré mardi. Emmanuel Macron qui précise bien dans cet entretien que la France ne livre pas d'armes à Israël. Richard Verly ne livre plus d'armes à Israël, ce serait plus exact? Oui, la France en a livré dans le passé. Dans ce cas de figure, bien évidemment, il fait référence aux livraisons d'armes constantes, quotidienne des États-Unis à Israël, des livraisons d'armes qui sont indispensables à Israël pour poursuivre ses opérations, puisque l'armée israélienne n'a pas de stock d'armes, et notamment d'obus, les obus qu'elle tire sur le Liban Sud, et puis les frappes aériennes également. Maintenant, est-ce que ce propos d'Emmanuel Macron a un retentissement au-delà de la France ? Très franchement, je ne le crois pas. Je ne crois pas que la France est en état aujourd'hui de constituer une quelconque coalition de pays qui chercheraient à peser sur les événements, surtout à la veille de la commémoration du 7 octobre. Je ne crois pas que les États-Unis soient d'une manière ou d'une autre influencés par les propos d'Emmanuel Macron. Donc pour moi, c'est plutôt des propos à usage interne, à un moment donné où il s'attend sans doute, Emmanuel Macron, dans les rues françaises, à des initiatives, disons, de tous ceux qui soutiennent le peuple palestinien, pour dire que le gouvernement français, lui, ne livre pas d'armes. Mais sur le fond, je n'ai pas l'impression que ça aura une quelconque influence sur les événements. On va revenir sur l'impact sur la société française. Juan José Dorado, votre regard, c'est quoi ? C'est une posture, finalement, ce qu'il dit Emmanuel Macron. Il sait qu'il n'a aucune chance aujourd'hui d'être entendu par Joe Biden, quand on sait en plus que les Américains ont validé il y a un mois et demi maintenant des milliards de dollars d'armement supplémentaires à Israël. Je partage effectivement l'avis de Richard. C'est une posture. Il le dit, enfin, cette interview qui a été enregistrée, vous l'avez signalé, et qui est diffusée aujourd'hui, le jour même, il y a une manifestation pro-palestinienne pour le Liban du côté de Paris avec quelques milliers de
personnes dans les rues. Et c'est vrai aussi, effectivement, que la deuxième partie de cette phrase où il signale, oui, mais nous, on ne vend plus d'armes, ou on ne vend pas d'armes à Israël nous laisse pantois, puisque de toute façon on savait depuis plusieurs mois, d'ailleurs l'ancien ministre de la Défense l'avait signalé, que le pourcentage des ventes d'armes de la France à Israël était à peine de 2%. Et donc sur le fait que ces propos sont à usage interne, sans aucun doute, puisqu'il est certain que Joe Biden peut-être saura jamais quelles ont été les déclarations d'Emmanuel Macron aujourd'hui, puisqu'apparemment ça devrait être dirigé vers les États-Unis, qui est le plus grand pourvoyeur d'armes pour Israël. Adeline Percept, il parle, Emmanuel Macron, des opinions publiques au Proche-Orient, dans l'entretien qu'on vient d'entendre, cet extrait. Mais bien sûr aussi en France, il le dit, il y a ce chiffre du gouvernement avant-hier sur les actes racistes, antisémites. Voilà, il parle directement à l'opinion publique, Emmanuel Macron, française. Oui, juste j'ajoute que la presse belge en a fait sa une quand même. Donc vous voyez, il est quand même entendu en Belgique. Mais effectivement, c'est un peu l'énergie du désespoir, cette déclaration. Désespoir de ne pas avoir pesé sur la scène internationale, sur les opinions publiques. Évidemment, on le voit, et on voit énormément de reportages à sortir avec l'anniversaire du 7 octobre. Les positions sont en train de se radicaliser, je veux dire, des deux côtés, et avec un retentissement dans les sociétés européennes, mais les positions se radicalisent très très fortement, et on arrive à un point où on se demande réellement si on n'arrive pas au point de non-retour en termes de haine respective. On le disait, il y a eu ces manifestations aujourd'hui dans plusieurs villes françaises, 5000 personnes d'après la préfecture réunies à Paris, notamment, dont Jean-Luc Mélenchon. Léo Klim, ce message d'Emmanuel Macron, c'est ça, il est avant tout à destination des Français, de l'opinion publique, pour éviter encore une escalade. On a beaucoup parlé de l'importation du conflit en France. Bien sûr, et à juste titre, puisqu'elle a eu lieu partiellement quand même en France. Pareil, en Allemagne, on est tendu aussi. Après, l'Allemagne, évidemment, a une autre histoire, et je crois le deuxième pourvoyeur d'armes après les États-Unis pour Israël. Oui, je pense que c'est un message à usage interne. Après, avec Emmanuel Macron, on peut jamais savoir. Il peut peut-être vivre dans cette illusion qu'il pourrait peser sur le conflit avec ses mots. Mais on va continuer la discussion dans un instant. 20h10, le fil info. D'abord avec vous, Emmanuel Langlois. Et ce nouveau drame dans une année déjà record pour les décès dans la Manche. Plusieurs migrants, dont un enfant, sont morts ce matin lors de 2 tentatives distinctes de gagner l'Angleterre sur de petites embarcations. Le préfet du Pas-de-Calais l'a donc évoqué tout à l'heure. Une enquête a été ouverte. Emmanuel Macron se prononce donc pour l'arrêt des livraisons d'armes à Israël qui sont utilisées dans le conflit à Gaza. Le chef de l'État l'a dit mardi dernier lors d'un entretien à nos confrères de France Inter diffusé ce samedi. Plusieurs personnalités de gauche, comme le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, saluent sa décision. En revanche, le député RN Julien Audoul accuse, lui, le locataire de l'Élysée, de désarmer Israël. Fin de citation. Au Proche-Orient, sur le terrain, et alors que l'aviation de l'État hébreu a mené de nouveaux bombardements au Liban, Israël prépare une réponse à l'attaque de missiles lancée mardi sur son territoire par l'Iran, d'après un de ses responsables militaires. Attaque qui devrait viser la banlieue sud de Beyrouth, une nouvelle fois le fief du Hezbollah. Encore un week-end derrière les barreaux pour Greta Thunberg. La militante écologiste a été arrêtée en compagnie de dizaines de manifestants aujourd'hui après avoir bloqué la circulation sur un carrefour de Bruxelles. Action qui visait à sensibiliser contre les subventions aux énergies fossiles. Et puis c'est déjà bien parti pour lui. En quête de son 100e titre, le Serbe Novak Djokovic a battu l'Américain Alex Michelsen en 2-7, remporté au tie-break 7-6, 7-6 pour son entrée en lice tout à l'heure au Masters 1000 de Shanghai en Chine. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. À 2 jours du premier anniversaire du 7 octobre et de l'attaque du Hamas en Israël, cette interview d'Emmanuel Macron dont on parlait, de ses propos sur l'arrêt souhaité de la livraison d'armes et puis aussi sur la désescalade dans la région au Proche-Orient. J'évoquais ce chiffre du gouvernement avant-hier estimant à 3600 les actes racistes et antisémites à l'école en France depuis un an. Des paroles donc qui visent à une escalade, je le disais. Ce phénomène, on l'observe aussi en
en Belgique, Adeline Persep, dans les écoles? Oui, c'est un phénomène tout à fait parallèle. Il faut savoir que la société belge est aussi une société multiculturelle. Voilà. Donc, je pense que dans tout le monde occidental, en réalité, ce conflit est importé. Et c'est pour ça qu'il a des répercussions politiques absolument partout, et en Europe. Et aux États-Unis, on va en parler. C'est tout à fait le cas. En revanche, ce qui est différent un peu en Belgique, c'est que si vous voulez, vous avez une communauté juive qui est moins importante. Donc les chiffres sont évidemment moins impressionnants. Ce que concentre la France, c'est à la fois communauté juive extrêmement importante, je crois que c'est quand même la plus importante d'Europe, et communauté musulmane très importante, avec des jeux politiques de certains partis qui, au milieu, attisent ce conflit. Comment est traité ce premier anniversaire dans les médias espagnols, Juan José Dorado? On sait que le gouvernement espagnol a été un des premiers à demander la création d'un État palestinien. Et d'ailleurs, l'Espagne qui a reconnu l'État palestinien il y a quelques semaines, quelques mois, et dont l'ambassadeur a présenté ses lettres de créance au roi il y a quelques semaines. Donc effectivement, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup l'Espagne. C'est vrai que l'Espagne a aussi une très petite communauté juive. On dit que c'est entre 300 et 50 000 juifs uniquement en France, et que la communauté musulmane est beaucoup plus importante. Mais vous l'avez signalé, l'Espagne est un pays qui est pro-arabe, pro-palestinien. Il y a des déclarations, que ce soit des ministres, que ce soit des différents responsables politiques qui ont demandé d'ailleurs devant la Cour pénale internationale que M. Netanyahou soit envoyé devant la Cour pénale internationale et qu'on rompe les relations diplomatiques avec Israël. Donc il y a bien sûr, parce que l'Espagne connaît le phénomène du terrorisme, donc l'Espagne sait ce que c'est le terrorisme, et donc il y a se rappeler ce qui s'est passé, bien sûr, mais ça n'empêche pas la critique à Israël et la critique au gouvernement israélien. D'ailleurs, je vous fais remarquer tout simplement qu'il y a quelques jours à peine, M. Borrell, qui est le représentant de la politique extérieure européen, a critiqué fortement Israël, encore en disant à la radio espagnole, bien sûr, mais en tant que représentant, qu'Israël est loin d'être une armée exemplaire, comme elle a prétendu souvent. Le regard de Blick et des médias suisses, Richard Verly, sur ce premier anniversaire du 7 octobre, et puis la situation plus globalement. Alors c'est évidemment un sujet que tout le monde suit de très près et que tout le monde suit avec une grande émotion. Il y a eu aussi une montée des actes antisémitisme, mais j'ai l'impression quand même moins importante, ou peut-être en a-t-on moins parlé. Mais surtout, il y a en Suisse un questionnement, parce que la Suisse est le dernier pays, ou c'est le pays plutôt, à avoir abrité la dernière initiative de paix. C'était 2001, c'était ce qu'on a appelé le plan de paix de Genève. À ce moment-là, il y avait encore un plan de paix extrêmement précis pour aboutir à une solution à 2 États. Des Israéliens, des Palestiniens avaient accepté de venir négocier en Suisse. Or, aujourd'hui, ce ne serait plus possible. La Suisse, par exemple, a suspendu son financement à l'UNRWA, l'agence des Nations Unies qui aide les Palestiniens, dont le responsable est un Suisse, Philippe Lazzarini. La Suisse considère le Hamas comme un groupe terroriste, ce qui n'était pas le cas avant le 7 octobre. Par contre, le Hezbollah continue de ne pas être considéré comme un groupe terroriste par la suite. Bref, il y a une vraie interrogation sur qu'est-ce que ça veut dire. On avait eu un peu cette interrogation sur l'Ukraine, mais là encore plus, qu'est-ce que ça veut dire être neutre ? Voilà. Peut-on être neutre face au 7 octobre et face à la guerre à Gaza ? C'est une question, on ne va pas la résoudre ici, mais c'est une question qui se pose, je dirais, même au niveau des valeurs helvétiques, de ce que la Suisse espère incarner dans le monde. Clairement, aujourd'hui, bien, le sentiment, c'est que ce n'est pas possible d'être neutre. Avec pourtant sa légendaire neutralité. En Allemagne, comment les médias, justement, le vôtre, Léo Klim, mais les autres aussi, traitent cet anniversaire qui va arriver du 7 octobre ? C'est évidemment la une cette semaine du Spiegel, et on contextualise avec cet embrasement du conflit. Il faut rappeler que c'est parti le 7 octobre 2023 à partir d'une énorme attaque terroriste visant des juifs, parce que juifs par les terroristes du Hamas, et que ça a déclenché cet embrasement qui a probablement déclenché un réajustement des forces
dans une région qui a l'habitude de la guerre. En un an, il s'est peut-être passé plus de choses qu'en plusieurs décennies en termes de comment les lignes ont été bougées, parce qu'effectivement, Benjamin Netanyahou s'est saisi de l'occasion pour, en fait, et d'un certain vide, pour frapper fort en échange, et il va le faire au moins encore jusqu'à ce que le nouveau ou la nouvelle présidente des États-Unis sera en place. Transition toute trouvée, Léo Klim, cette situation au Proche-Orient, très présente effectivement dans la campagne présidentielle américaine. À un mois désormais, l'élection jour pour jour, ce sera le mardi 5 novembre. Le président Joe Biden a de plus en plus de mal, semble-t-il, à peser sur les choix et les orientations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Son prédécesseur qui espère faire son grand retour à la Maison-Blanche sera lui en meeting ce soir, et pas n'importe où, à Butler, en Pennsylvanie. C'est là où il a échappé en juillet à une tentative d'assassinat. Les images, vous vous souvenez, avaient fait le tour du monde. Donald Trump triomphant, l'oreille en sang, avec ses gardes du corps autour de lui. Ce n'est bien sûr plutôt pas innocent, hein. Juan José Dorado, que le candidat républicain retourne à cet endroit que l'on pensait à cette époque de l'été être sans doute un basculement définitif dans la campagne. C'était avant le retrait de Joe Biden au profit de Kamala Harris. Je pense qu'il n'y a rien d'innocent dans tout ce qu'il fait Donald Trump, et d'autant plus qu'il est en campagne effectivement électorale. Donc le fait de revenir, ça va peut-être l'aider, ou il doit penser que ça va l'aider effectivement à coller un peu plus à Kamala Harris, parce que tous les sondages lui donnent quand même 2 points, voire 3 parfois derrière Kamala Harris. Donc effectivement, c'est pas du tout anodin. Est-ce qu'il va réussir à convaincre cette partie de l'électorat qui est en train de se rendre compte qu'effectivement la crispation qu'il a amenée tout au long de ces dernières années n'est peut-être pas la solution pour les États-Unis? On verra, mais c'est vrai aussi que le conflit au Proche-Orient va avoir une certaine influence dans les élections. Mais son retour là, c'est tout sauf anodin. Adeline Percept, cette idée pour Donald Trump d'effacer aussi, de faire passer au second plan d'autres séquences qui lui ont moins réussi. On pense forcément au débat avec Kamala Harris, par exemple. Oui, bien sûr. Et alors, il a déjà scénarisé en amont ce retour à Butler en disant je vais finir le job. C'était unfinished job. Je vais y retourner et je vais commencer très certainement mon intervention en disant, comme je le disais, comme si le temps était suspendu aux paroles de Donald Trump. Donc évidemment, ça va être un grand show marketing. D'ailleurs, on nous promet un gros meeting. Il y a des différents formats pour les meetings. Là, ça va être le gros show à l'américaine. Et on sait qu'on est un petit peu dans le money time, puisque là, même au niveau de l'argent dépensé dans la campagne, on va être à 100 millions de dollars cette semaine, si j'ai bien compris, dans les dépenses de campagne pour tous les spots publicitaires et la publicité sur Internet. Donc, je pense qu'on est, voilà, il marque son money time à lui. La dernière ligne droite de cette présidentielle américaine et ce meeting de Donald Trump. Ce soir, on continue la discussion. Dans un instant, l'essentiel de l'info, 20h20, Emmanuel Langlois. Et à Paris, une manifestation en solidarité avec les peuples palestiniens et libanais a réuni 5000 personnes aujourd'hui d'après la préfecture de police. Plusieurs personnalités de gauche ont défilé en tête de cortège comme Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry pour LFI. D'autres manifestations étaient organisées à Montpellier, Nantes ou Toulouse, mais aussi ailleurs en Europe et jusqu'en Afrique du Sud. Ainsi à Londres, 2 cortèges, l'un pro-palestinien et en soutien aux populations du Liban, un autre pro-israéliens se sont frôlés sans se croiser. À quelques jours maintenant de l'anniversaire de l'attaque du Hamas le 7 octobre, le président israélien affirme ce soir que l'Iran reste une menace permanente pour l'État hébreu. D'après l'armée israélienne, 440 combattants du Hezbollah ont été tués depuis le début de l'offensive au sol d'Israël au Liban. Et puis c'est la plus importante du Moyen-Orient. La compagnie aérienne Emirates interdit à ses passagers de transporter des beepers et des talkie-walkie après la vague d'explosion au Liban de ces petits boîtiers dans une attaque contre le Hezbollah imputée à Israël. On n'arrête plus Tadej Pogačar. Le Slovène a réussi une nouvelle démonstration pour sa première course avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde en dominant tout à l'heure le Tour d'Émilie à Bologne en Italie. Il l'a à nouveau emporté en solitaire après une échappée de 37 km. Enfin, quelques résultats du top 14 de rugby, 5e journée. Bordeaux-Bègles l'emporte à domicile face à Bayonne 30-27. Victoire également sur sa pelouse de La Rochelle sur Lyon 43-22. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Avec ce meeting de Donald Trump ce soir aux États-Unis sur les lieux même de la tentative d'assassinat à laquelle il avait réchappé au mois de juillet en Pennsylvanie à Butler, le candidat républicain qui ne sera pas seul ce soir sur scène. Il y aura à côté de lui son potentiel futur vice-président J.D. Vance, mais surtout Elon Musk, le milliardaire patron de Tesla, SpaceX ou encore du réseau social X, ex-Twitter, désormais soutien inconditionnel de Donald Trump. Ce n'était pourtant pas évident au début, Richard Verly, si l'on remonte à quelques années en arrière. On se souvient que Elon Musk avait soutenu, par exemple, Joe Biden en 2020. Oui, et moi je crois que c'est très important. Je pense qu'on ne mesure pas d'ici ce que peut peser le soutien d'Elon Musk. Alors, Elon Musk peut aussi repousser quantité d'électeurs, des électeurs plus modérés, qui le trouvent absolument fou. En gros, et il y a une partie, il est vrai, de folie quand on voit ces tweets, mais moi je pense que ça a un impact. Ça a un impact pour cette clientèle trumpiste qui, on le sait, veut le retour de la grande Amérique. Au fond, vous avez un assez bon binôme, il faut bien le reconnaître. Vous avez Trump et son vice-président putatif, Jill Evans, qui incarne l'Amérique industrielle, au fond l'Amérique d'hier qui veut revenir aujourd'hui, qui veut redevenir prospère, et vous avez Elon Musk qui incarne l'Amérique du futur avec ses expéditions sur Mars, avec les nouvelles technologies, etc. Je trouve que cette alliance, elle est quand même assez performante sur le plan électoral et il ne faut pas la sous-estimer. Ils font tous des déclarations complètement folles, mais cet électorat-là... Certains analystes disent d'ailleurs que c'est son vice-président, c'est vraiment lui en fait, c'est Elon Musk. Si vous voulez, ça allie quand même deux choses qui sont très fortes dans l'imaginaire américain. Musk, c'est rien n'est impossible. On peut aller sur Mars, et moi je vais y aller, moi le milliardaire. Et Trump, c'est je vais réinventer l'Amérique d'hier. Donc ne négligeons pas ce tandem-là, parce qu'il peut faire beaucoup de performances électorales. Encore une fois, un point important, on parlait de Butler, Pennsylvanie, ça prouve une fois de plus une chose, cette élection américaine n'est pas nationale. Elle se joue dans quelques États clés, notamment en Pennsylvanie. Et donc si vous êtes californien, si vous êtes new-yorkais, ou si vous êtes dans un autre État éloigné de ces bastions, à part aller voter pour vos candidats locaux, vous vous demandez un peu pourquoi vous allez vous déplacer le 5 novembre. Léo Klim, sur ce poids d'Elon Musk auprès de Donald Trump, on peut le comparer quoi à Taylor Swift côté démocrate, voilà, c'est un peu leur star à eux qui peut faire basculer les... On attend le débat Taylor Swift-Elon Musk. Voilà, ça serait intéressant. Je pense que oui, Elon Musk est plutôt là aussi pour creuser le clivage. C'est un danger aussi pour Trump. Parce que justement... Alors, il incarne peut-être les nouvelles technologies, aller sur Mars, des rêves, etc. Mais aussi, il dit des choses en permanence qui sont très clivantes. Donc, contre les LGBT, contre ce qui peut être transgenre, tout ce qui peut être un peu progressif. Et donc, ça va contribuer peut-être à clarifier les lignes. Mais pour moi, ce qui se passe là ce soir, c'est surtout une forme de pèlerinage de Trump sur un lieu où il a vécu un miracle. Parce qu'il faut le dire, c'est un miracle qu'il ait survécu à cette tentative d'attentat. Et donc, c'est habilement utiliser le lieu, le miracle, pour parler en tant que gourou aux Trumpistes. Parce que le Trumpisme, c'est aussi une certaine spiritualité, quoi. C'est bien au-delà de la rationalité. Adeline Percept, on se rappelle qu'Elon Musk avait supprimé le compte Twitter de Donald Trump après le 6 janvier 2021, après l'assaut du Capitole. Il l'avait finalement rétabli et voilà, on les retrouve aujourd'hui meilleurs alliés. Oui, et en fait, ce n'est pas très surprenant si on essaye de se placer un petit peu quelques années en arrière. Souvenez-vous, c'était quand même l'équipe de Donald Trump qui avait imaginé cette histoire d'ère de post-vérité. Il disait, on est dans l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire que chacun a finalement sa vérité. L'information, qu'est-ce que c'est dans tout ça ? Avec les fameux faits alternatifs. Et les faits alternatifs. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, évidemment, ces deux concepts, ces deux réalités se rencontrent à merveille, n'est-ce pas ? Puisque sur les réseaux sociaux, on est quand même dans l'irrationnel, l'émotionnel. Et donc, finalement, c'est un mariage complètement logique à mes yeux. Et c'est ce qu'il faudrait quand même essayer d'éviter aussi à l'avenir pour les sociétés occidentales, enfin.
Juan José Dorado. Ce qui m'interpelle de la présence d'Elon Musk, c'est le rôle qu'il va pouvoir jouer si Trump venait à gagner. Déjà, on se pose la question, quelles sont les envies politiques d'Elon Musk? Souvenons-nous qu'il a essayé il serait question de lui confier un audit sur les dépenses publiques, enfin, de lui confier des missions très politiques. Mais au-delà de ça, souvenez-vous, au début de la guerre avec la Russie et l'Ukraine, il a essayé d'imposer un plan de paix à l'Ukraine. Il a utilisé le réseau des satellites dont il est le maître, justement pour imposer ce plan de paix. Donc, quel est le rôle qu'il souhaite jouer par la suite? Est-ce qu'il est avec Donald Trump parce qu'il essaye de copier Donald Trump et il s'est dit, après Donald Trump, c'est peut-être moi le prochain candidat à la présidence des États-Unis? Donc, il y a beaucoup de questions auxquelles il va falloir répondre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Richard Berly. Non, juste une précision. Si je ne me trompe pas et je pars sous votre contrôle, Musk n'était pas encore propriétaire de Twitter quand on avait supprimé le compte de Donald Trump. Il l'a racheté en 2022. Je crois que c'était le précédent propriétaire. Le président, c'était Jack Dorsey, je crois. Et puis, il est né en Afrique du Sud, me semble-t-il, donc il ne peut pas se présenter à la présidence des États-Unis. Mais il est évident qu'il rêve d'un rôle majeur aux États-Unis. Mais encore une fois... C'est ce que j'allais vous demander. On peut comprendre ce que Donald Trump a à gagner à s'afficher à côté d'Elon Musk. En revanche, voilà, qu'est-ce que Elon Musk, lui, a à gagner concrètement? Peut-être une question d'argent et de crédit. Sûrement une question d'argent et de crédit pour ces sociétés qui sont extrêmement dépendantes des programmes militaro-industriels. Une question à nouveau sur le Proche-Orient que j'évoquais tout à l'heure. Ce n'est pas forcément le sujet de préoccupation numéro 1 des Américains, mais avec un vote très serré, on l'évoquait tout à l'heure, Juan José Dorado, cela pourrait tout de même être ce sujet qui fait basculer le résultat? Il n'y a pas que ces sujets, il y a d'autres sujets, mais c'est l'un des sujets importants. Rappelons-nous, il y a eu un fort mouvement pro-palestinien. Mais avec le sentiment qu'on le voit, nous, avec notre prisme européen ou occidental, et que finalement les Américains, eux, voient l'économie d'abord, l'immigration, etc. Ils voient l'économie, mais il y a eu un mouvement pro-palestinien dans certaines villes américaines qui a été aussi réprimé. Et il y a aussi d'autres sujets importants. Il y a notamment la question de l'avortement qui est mise en avant aujourd'hui par Kamala Harris et qui pourrait aussi effectivement faire tourner la balance du côté peut-être des démocrates au lieu des républicains. Vous voulez rajouter un mot, Léo Klim ? Moi, je pense que ça va pas vraiment influer. Ça pourrait jouer un rôle s'il y a, sur le dernier mois, il y avait une escalade énorme au Proche-Orient qui forcerait peut-être Kamala Harris à plus prendre ses distances avec Israël, ce qui serait une situation un peu désagréable pour elle. Donc, se démarquer aussi de Joe Biden, de la politique actuelle du président américain. Nous verrons ce qui se passe dans les prochaines semaines. L'élection présidentielle, on vous le rappelle, dans un mois, jour pour jour, ce sera le 5 novembre. La seconde partie des Informés, on s'intéressera à la politique en France avec la rentrée d'un certain Raphaël Glucksmann, 20h30. D'abord l'info. À 20h30, c'est avec Emmanuel Langlois. Un enfant de 2 ans, 2 hommes et une femme. Le bilan est lourd. 4 migrants sont morts la nuit dernière, écrasés dans de petites embarcations, selon les premiers éléments au cours de 2 nouveaux drames dans la Manche qui viennent alourdir un bilan humain déjà record en 2024. Et alors que les tentatives de traversée se sont multipliées depuis jeudi dernier à la faveur d'une fenêtre météo favorable. Le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés parle d'une terrible crise au Liban. Dans un tweet, Filippo Grandi évoque des centaines de milliers de gens démunis et déplacés par les frappes israéliennes dans le pays. C'est de loin le pays le plus touché au monde par le virus. La République démocratique du Congo se prépare à administrer ses premiers vaccins depuis le début de l'épidémie actuelle de Mpox, la variole du singe, pour tenter d'enrayer la propagation de la maladie dans le pays d'Afrique centrale. Retour en France où plusieurs établissements de santé du Grand Ouest ont été victimes d'une cyberattaque entraînant de fortes perturbations sur leur réseau informatique commun, d'après Ouest France. L'attaque touche des cliniques de Bretagne et de Pays de la Loire. Elle a eu lieu la nuit dernière et n'était toujours pas résorbée cet après-midi, d'après nos confrères. Et puis des centaines de personnes ont manifesté, elles, ce samedi à Soissons. Elles étaient venues dénoncer le projet d'implantation dans une commune voisine d'une usine de laine de roche du géant danois Rockwool, qu'elles accusent d'être hyper polluant à cause notamment du rejet dans l'air de poussière. Un mot de football, il était ménagé après une blessure à la cuisse gauche dont il est revenu plus vite que prévu. Kylian Mbappé n'a pourtant pas été retenu par Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs des Bleus. Mais en revanche, l'attaquant français sera titulaire ce soir avec le Real Madrid pour la réception
réception de Villarreal en Liga espagnole. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Victor Matet. Et ils sont 4 ce soir dans le studio des informés de France Info. Adeline Percept, correspondante pour la RTBF à Paris. Léo Klim du journal allemand Der Spiegel. Juan José Dorado, journaliste espagnol. Et Richard Verly pour la Suisse, correspondant de Blick pour la France et l'Europe. Parlons, si vous le voulez bien, de la politique en France. Vous l'avez suivi cette semaine sur France Info. C'était mardi, le discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier. Il était aussi en déplacement hier sur le thème de l'agriculture avec de premières annonces. Et pendant ce temps-là, eh bien, la gauche, elle, essaye de trouver la bonne stratégie et pourquoi pas déjà le bon candidat pour 2027 et la présidentielle. Ce week-end, Raphaël Glucksmann, arrivé en tête de la gauche aux européennes avec plus de 13% des voix, eh bien, organise sa première rentrée, la première rentrée de son parti politique Place Publique en Gironde. Le week-end dernier, c'était Carole Delga et Bernard Cazeneuve qui se réunissaient, en présence notamment de François Hollande. Avant-hier, le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane. Tous veulent un retour au premier plan de la social-démocratie, mais avec quelles idées, s'interroge sur France Info le politologue Rémi Lefebvre. Il y a énormément de présidentiables et c'est vrai qu'ils ont quelque chose en commun, ils se disent social-démocrates, mais cette identité social-démocrate, elle se construit surtout négativement, contre la France insoumise. On ne voit pas bien en fait ce qui les relie, ce qui les caractérise. Ces diverses individualités veulent que le PS retrouve sa place centrale à gauche, mais concrètement avec qui, parce qu'aujourd'hui il faut trouver donc des alliés dans la Macronie de gauche, et pour l'instant ils sont quand même très très peu nombreux. Sacha Houlié, Clément Beaune sont quand même assez isolés. Voilà l'analyse du politologue Rémi Lefebvre tout à l'heure sur France Info. C'est ça aujourd'hui, Adeline Percept, le point commun finalement principal entre toutes ces personnalités qu'on évoquait, dont Raphaël Glucksmann, s'émanciper en quelque sorte de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Ça ne va pas plus loin? Si, alors je suis en grande partie d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais pas complètement. Parce que justement, je pense que le succès de Glucksmann aux élections européennes, c'était aussi des idées qui peuvent paraître un peu vieillottes, mais qui n'avaient plus cours dans le débat public. C'est-à-dire des valeurs d'humanisme. Il emploie des grands mots. Enfin, vous voyez, le style du bonhomme a quand même fait quelque chose, je pense, dans la campagne. Maintenant, moi, la dernière fois que j'ai croisé, j'ai même passé la journée en campagne avec Raphaël Glucksmann, c'était pendant les élections, la course aux européennes, et c'était justement avec Karim Bouamrane à Saint-Ouen. Et ce que j'ai observé sur le terrain, c'est que celui qui avait le charisme, c'était Glucksmann. Bouamrane était pourtant sur son terrain, mais à l'époque, c'était ça. Donc, je sens qu'il y a des rivalités quand même au sein de... C'était lui le candidat aussi peut-être. C'était lui le candidat, bien évidemment. Mais si vous voulez, sur le terrain, quand vous suivez une campagne, vous voyez quand même qui arrive à connecter avec les gens. La présidentielle française, pardon, mais c'est que ça. Ce n'est quasiment que ça. Donc, c'est ce qu'il y avait sur le terrain à l'époque. Après, Glucksmann a perdu beaucoup de points avec l'histoire de la dissolution. Macron ne lui a pas fait un cadeau. Donc il va falloir voir comment tous ces gens-là arrivent, et je mets aussi Carole Delga, les de gauche de la Macronie, comment ils arrivent à s'entendre éventuellement, et c'est pas dit que ce soit le cas. Léo Klim, justement, voilà, comment chacun peut arriver à se démarquer ou alors à travailler ensemble. Enfin, il y a une équation qui est assez compliquée. Oui, bien sûr. Alors évidemment, les deux gauches, ça c'est pas nouveau, ça dure depuis des décennies, doivent arriver à se rassembler. Mais si cette année électorale 2024 nous déjà au sein de ce courant, on va dire social-démocrate, en gros plus PS, oui. La France insoumise, on voit déjà que c'est difficile de... Oui, alors bon, à mon avis, ils vont pouvoir quand même se mettre d'accord sur un héros. On a vu là cette année, juste avant les législatives, qui ont été très surprenantes pour tout le monde, que en danger de mort, la gauche savait se rassembler très vite. Donc ça, c'est un enseignement. L'autre enseignement, c'est que la gauche est structurellement minoritaire en France. Mais c'était des législatives et pas une présidentielle. Oui, d'accord, mais quand même, enfin, toutes les élections depuis longtemps le montrent, il n'y a pas de majorité à gauche en France. Par contre, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc, un hommage à Michel Blanc. Voilà. Ce qui pourrait se passer, c'est que ce qu'on a vu également cette année, c'est que il faut
évidemment être présent au second tour et ensuite être au centre du jeu de l'échiquier et peut-être mobiliser des électeurs de droite modérés qui préfèrent avoir un social-démocrate que Marine Le Pen. Donc voilà, il va falloir gagner cette élection au centre. Hein. C'est pas sur la gauche de la gauche qu'elle se gagnera. Vous partagez cette analyse, Richard Verly ? Moi, je pense que Raphaël Glucksmann, il a un problème, c'est qu'il est retombé en bas de la pente. Il était en haut au sortir des élections européennes, puisqu'il avait réalisé un très beau score, exactement. Mais toute la question, au fond, c'est où était Raphaël Glucksmann le jour où Bernard Cazeneuve a été reçu par Emmanuel Macron ? Ce jour-là, on ne l'a pas entendu. C'est ce jour-là où, fort de sa légitimité des élections européennes, de ses 13%, qu'il avait acquis alors qu'il y avait à côté une liste de la France insoumise dirigé par Manon Aubry, qui est, je crois, 4 points derrière, à 9 et quelques %, il avait la capacité, Raphaël Glucksmann, s'il avait dit à ce moment-là, je soutiens Bernard Cazeneuve comme Premier ministre, ça changeait la donne, et pour le coup, ça mettait Emmanuel Macron dans une position extrêmement difficile. Il ne l'a pas fait, et je pense qu'il va continuer de le payer cher. Il aurait pu le faire en Suisse, mais en France, non. Il ne le pouvait pas, tout simplement parce qu'il est quand même très lié au Parti socialiste. Et n'oublions pas que le Parti socialiste, pour l'instant, c'est la ligne Faure qui le dirige. Et la ligne n'a pas Faure, appuyé très fort en faveur de la candidature. Mais Cazeneuve est parti, justement. Ils sont en conflit. Or, Glucksmann, même dans son équipe au Parlement européen, a beaucoup de gens, si ce n'est la plupart, qui viennent du Parti socialiste aussi. Enfin, il faut penser au quotidien aussi. Juan José Dorado, autre obstacle, un candidat social-démocrate, socialiste ou autre aujourd'hui, quel qu'il soit, est-ce qu'il peut faire cavalier seul en vue de 2027 sans les insoumis aujourd'hui, rien que mathématiquement et électoralement ? Il peut essayer, parce que de toute façon, il vient de vérifier qu'effectivement, avec les insoumis... On se souvient des 1,6% d'Anne Hidalgo à la dernière présidentielle. Oui, mais on voit, mais on sait où était le Parti socialiste et où il a terminé après le mandat des François Hollande. Effectivement, vous faites référence. Mais quand on parle d'Olivier Faure, la ligne d'Olivier Faure, Olivier Faure, c'est quoi comme ligne ? C'est Anne Hidalgo ? C'est ça la ligne Olivier Faure au Parti socialiste. Donc je pense je me félicite qu'il revienne en première ligne de la politique française, sincèrement. La ligne Olivier Faure, c'est au fond, c'est l'alliance avec LFI. Voilà. Non, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'ils reviennent en première ligne de la politique. Pourquoi pas ? Alors, le micro-parti qu'il a créé, on verra ce que ça donne. Mais de toute façon, je suis, comme disait Richard, surpris qu'il n'ait pas pris la parole quand, effectivement, Cazeneuve est allé voir le président Macron. Je pensais qu'il avait un rôle à jouer. Peut-être que maintenant, il est prêt à les jouer. Et c'est un social-démocrate, il n'est pas cramé par la politique française intérieure, et donc il offre quelque chose de différent par rapport aux autres candidats, que ce soit Olivier Faure, que ce soit Mélenchon, que ce soit encore Marin Castex. Le regard des correspondants étrangers sur la politique française et la gauche, et Raphaël Glucksmann en particulier, on va continuer d'en discuter dans un instant, 20h40. Le fil info, Emmanuel Langlois. Une rose blanche à la main, 300 personnes environ ont défilé lors d'une marche blanche en soutien à Gisèle Pellicot à Mazan dans le Vaucluse, dont le mari est jugé en ce moment pour l'avoir droguée et livrée à des dizaines d'hommes pendant des années. Des habitants de la commune de Mazan ainsi que des élus et des maires des communes voisines étaient présents dans ce cortège. Emmanuel Macron, lui, se prononce pour l'arrêt des livraisons d'armes à Israël qui sont utilisées dans le conflit à Gaza. Le chef de l'État l'a dit mardi dernier lors d'un entretien accordé à nos confrères de France Inter, diffusé ce samedi. Le Premier ministre israélien, lui, n'a pas tardé à réagir. Honte au chef de l'État français, aux dirigeants qui appellent à des embargos d'armes contre Israël, a lancé tout à l'heure Benyamin Netanyahou. Sur le terrain au Liban, le Hezbollah lui affirme que des combats sont en cours avec l'armée israélienne à la frontière entre les deux pays. De son côté, l'armée israélienne dit avoir frappé des combattants du mouvement dans une mosquée du sud du Liban, à quelques jours maintenant, 2 jours précisément, des commémorations de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre. Le président israélien Isaac Herzog affirme, lui, que l'Iran reste une menace permanente pour l'État hébreu. Dans ce contexte, le président de l'université d'Aix-Marseille, lui, dénonce les propos dangereux, selon lui, de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise appelle en effet à mettre des drapeaux palestiniens partout où c'est possible dans les universités à partir de mardi prochain, 8 octobre, au lendemain donc de l'anniversaire de cette attaque du Hamas en Israël.
France Info. 20h, 21h, les informés. Victor Matet. Et nous évoquions l'état de la gauche à l'occasion de la rentrée politique de Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann. Un tour de table peut-être pour clore le sujet avec un regard de vos différents pays. Comment on regarde la situation de la gauche française en Belgique, Adeline Percept, avec l'émergence d'une gauche qualifiée de radicale en Wallonie, particulièrement à Bruxelles ? Écoutez, franchement, la gauche en Wallonie ressemble beaucoup à la gauche ici en France. Il y a un pôle aussi qui est très proche de la France insoumise, avec des leaders qui reçoivent Jean-Luc Mélenchon. Il y a un pôle social-démocrate qui d'ailleurs est très proche de Glucksmann et ils se sont reçus pendant les élections. Donc en réalité, l'état de la gauche en Belgique est très très similaire. On parlait de la gauche radicale. En Allemagne, Léo Klim a émergé ces derniers mois un parti assez particulier, qui est à la fois de gauche et de populiste. C'est quoi, une émanation de la formation Die Linke, la gauche en Allemagne? Voilà, donc l'alliance Sarah Wagenknecht, qui est directement liée, puisque même le parti porte le nom de cette dame, une femme qui était encore même officiellement au parti unique de la RDA, quand la RDA existait encore, qui est une marxiste communiste au départ et qui aujourd'hui prône une politique économique sociale de gauche avec une politique sécuritaire et intérieure de droite, voire d'extrême droite, qui s'entend plutôt bien avec la AfD. Voilà. Et donc nous, en Allemagne, en regardant la gauche française, en fait, on ne sait pas trop quoi regarder. On a été assez fasciné par la figure de Mélenchon, mais les social-démocrates, depuis des années, n'avaient plus personne vraiment à qui parler, les social-démocrates allemands. Je me tourne vers vous, Juan José Derrado, l'Espagne, comme à chaque fois que l'on parle de la gauche, vous servez d'exemple, alors pas vous directement, Juan José, mais la coalition menée par le chef du gouvernement, Pedro Sanchez. Alors c'est un peu particulier parce que la gauche radicale espagnole, l'ancien Podemos, Sumar, etc., ont Mélenchon donc un regard très attendrissant vers lui et sa politique, sa façon de faire. Mais par contre, les socialistes espagnols, ils ont du mal à se positionner par rapport à la gauche française, aux socialistes français. D'ailleurs, vous allez comprendre parce que ces dernières semaines, différents ministres espagnols sont venus à Paris. Même le président est venu pendant les Jeux Olympiques et il est allé voir qui ? Madame Hidalgo. Il n'est pas allé rencontrer M. Glucksmann, M. Olivier Faure. Donc, les socialistes espagnols ont très mal, ils n'arrivent pas à se positionner par rapport à la gauche. Pour eux, la gauche française aujourd'hui, c'est encore Anne Hidalgo, ça fait à peine 2%. La gauche en Suisse, Richard Verly, qui dirige, je crois, les grandes villes. Aujourd'hui, on parle de nouvelle gauche urbaine. Oui, tout à fait. Il y a une gauche influente au niveau des cantons et des grandes villes. Au niveau fédéral, vous le savez, c'est cette coalition obligée avec les principaux partis du Parlement. Donc, les socialistes se retrouvent dans un gouvernement aux côtés de la droite traditionnelle et de la droite nationale populiste. Mais je crois qu'il y a deux sentiments en Suisse quand on regarde la France et quand on regarde la gauche française. Premièrement, on se dit que, vu l'état du budget français, ça va être quand même très compliqué de confectionner un programme de gauche. Parce qu'un programme de gauche, ça veut dire plus de dépenses publiques, et on a compris qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Donc ça va quand même être un problème structurel dans les mois, voire les années à venir pour la gauche, afin de bâtir un programme crédible et qui soit compatible avec les règles de l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en termes de talent politique, je mets le mot entre guillemets, en termes de capacité à imprimer son agenda, on a l'impression que Jean-Luc Mélenchon est quand même au-dessus du lot. Il le fait à sa manière, de manière autoritaire, impériale en quelque sorte, mais il est clairement au-dessus de tous les autres dirigeants, et notamment des dirigeants sociaux-démocrates. Donc voilà, on a l'impression que malheureusement, quelque part, la gauche française est otage de Mélenchon, mais peut-être parce que Mélenchon est simplement le meilleur. Léo Klim et puis Adeline Percept. Ils ne sont pas d'accord. Oui, je ne suis pas d'accord. Enfin, je ne suis pas sûr. Je pense que le temps de Mélenchon est passé et qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre pour les social-démocrates français. Je comprends aussi qu'ils ne veuillent pas être associés à Emmanuel Macron maintenant sur la fin de mandat. On parle juste de tactique. Pour le pays, ça aurait peut-être été mieux que Bernard Cazeneuve puisse être porté Premier ministre,
Mais pour eux, de leur point de vue, pour acquérir le pouvoir, c'est peut-être mieux de ne pas être associé. Par contre, et là réside le paradoxe, c'est qu'il va falloir ensuite imiter Emmanuel Macron sans paraître être dans l'imitation aux prochaines élections. Parce qu'Emmanuel Macron, je vous le rappelle, était parti en social-démocrate, en social-libéral en 2017, en faisant plein de promesses qui ni de gauche ni de droite, ou à la fois de gauche et de droite, on ne sait plus. Mais... Il faut copier ça, et en même temps, et c'est toujours la magie des élections françaises, se prétendre être en rupture avec tout ce qui s'est passé avant. Aline Percept. Oui, non, quand on tue ses propres successeurs, forcément, on reste seul le meilleur. Enfin, je veux dire... il y a une fenêtre, à mon avis, sur l'après-Mélenchon. Il y a beaucoup de talents, chez LFI. Aujourd'hui, il y a beaucoup de talents qui n'arrivent pas à s'exprimer parce que Mélenchon est là. Donc il faut voir s'il va vraiment laisser la place aux successeurs comme il l'avait promis il y a quelque temps ou pas. Mais de toutes les façons, il y en a un certain nombre qui sont partis en rupture. Donc Ruffin, Autain, Corbière, Garrido, etc. Et tous ces gens-là sont a priori dans la capacité de dialoguer avec les fameux sociodémocrates, avec les écologistes, avec les communistes. Et on aura l'occasion d'y revenir largement dans les prochaines semaines, les prochains mois, dans Les Informés sur France Info. Notre dernier sujet ce soir dans Les Informés, quelques centaines de personnes avec parfois une rose à la main étaient réunies cet après-midi à Mazan, commune du Vaucluse, une marche blanche pour dire à nouveau leur soutien à Gisèle Pellicot, au centre d'un procès et surtout d'une affaire hors norme. Son ex-mari, jugé en ce moment à Avignon pour avoir drogué son ex-femme puis l'avoir violée et fait violer par une cinquantaine d'hommes, des viols filmés dont les images ont été diffusés à l'audience. Hier, les accusés n'en ont pas pour autant changé leur version des faits, assurant penser participer à un jeu de couple. Richard Verly, la diffusion de ces images, moment fort de ce procès, cela va contribuer à ce que ce procès marque sans doute quelque chose qui va rester dans notre société? Oui, je pense que c'était déjà le cas. Je veux dire, ce procès, moi-même, j'avoue que j'ai été surpris par l'ampleur internationale qu'a pris ce procès. Toute la presse internationale y a été, il y a eu énormément de reportages. C'est un procès qui est vu comme une forme de découverte d'une réalité, une réalité française, et le courage de cette femme. Donc, sans doute que les images vont rajouter, mais il me semble que Gisèle Pellicot, elle est déjà maintenant inscrite dans, je dirais, le patrimoine de ces femmes qui ont changé la France. Léo Klim, votre collègue du Spiegel, Britta Sandberg, dit que c'est le MeToo en quelque sorte de la France profonde. C'est ça aussi qui change. Nous ne sommes pas cette fois dans le milieu de la politique, du cinéma, ou encore, je sais pas, de la médecine. Gisèle Pellicot, c'est Madame Tout le Monde finalement. Alors oui, c'est en tout cas ce qui frappe. Je suis allé moi-même aussi assister aux audiences à Avignon. C'est que oui, vous voyez aussi des Monsieur Tout le Monde qui peuvent vous paraître, vous les croisez aux toilettes d'ailleurs, et c'est des gars qui, voilà, bien sûr, c'est pas inscrit sur leur front que ce sont des criminels qui sont capables des pires choses. Donc il y a effectivement ce côté. On entendait un homme aujourd'hui, on l'avait déjà entendu plusieurs fois, pas cet homme-là, mais ce genre de témoignage, dire justement, voilà, je suis père de famille, je suis grand-père, il était dans la manifestation, et dire ça pourrait être moi d'une certaine manière. Oui, ou alors ça pourrait être mon voisin, mon copain, mon frère, et dans d'autres circonstances, j'irai boire une bière avec lui. Et c'est ça qui vous fait effectivement froid dans le dos. Heureusement qu'il y a eu des hommes dans cette manifestation aujourd'hui, mais moi j'en ai pas vu beaucoup. 300 personnes, c'est très peu aussi, et ce que j'ai observé sur place, c'est l'absence des hommes à l'audience. Les hommes remplissent les bancs des accusés, mais ils sont pas dans le public parce qu'il y a une salle aménagée et spécialement pour le public, il y a quasiment pas d'hommes. Moi, c'est ce qui m'avait beaucoup frappé et choqué. Il y a eu une tribune pourtant de 100 personnalités, des hommes qui ont signé, mais ils sont pas là au procès. Ça que vous Alors dites. Très peu, et pour moi c'est une forme d'indifférence qui se manifeste, et c'est terrible parce que c'est cette indifférence qui rend possible les violences sexuelles contre les femmes. Donc voilà, moi j'ai envie de dire aux hommes, si vous ne voulez pas que ce procès soit le procès de la masculinité, alors que ça doit être le procès de la masculinité toxique, intéressez-vous à ce procès et regardez et levez la voix. La discussion se poursuit dans un instant, 20h51, c'est l'heure du Fil Info avec vous, Emmanuel Langlois.
Et le porte-parole de l'armée israélienne qui dit ce soir se préparer à de nouvelles attaques terroristes le 7 octobre, lundi dans 2 jours, un an jour pour jour après l'offensive inédite du Hamas en Israël. À 2 jours de ce premier anniversaire, Emmanuel Macron regrette, lui, ce samedi, le choix du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'intervenir militairement au Liban, notamment dans des opérations terrestres, tout en réaffirmant le droit de l'État hébreu à se défendre. 4 migrants, dont un enfant, sont morts lors de 2 tentatives distinctes de traversée de la Manche ce samedi. Plusieurs personnes, dont le mineur décédé, ont été récupérées par les secours, d'après la préfecture maritime. Une enquête a été ouverte. Ce drame montre la nécessité de lutter sans relâche contre les réseaux de passeurs. Réagit dans un tweet ce soir le Premier ministre Michel Barnier. À l'étranger, Elon Musk attendu ce soir à Butler, en Pennsylvanie, à un mois de l'élection présidentielle américaine. Le milliardaire assistera au meeting de Donald Trump, là où le 13 juillet dernier, il avait réchappé de peu d'une tentative d'assassinat. Le patron de Tesla et du réseau social X ne cache pas ses sympathies pour les thèses de Donald Trump. Encore un week-end derrière les barreaux pour Greta Thunberg. La militante écologiste a été arrêtée en compagnie de dizaines de manifestants après avoir bloqué la circulation sur un carrefour de Bruxelles aujourd'hui. Une action qui visait, selon elle, à sensibiliser contre les subventions allouées aux énergies fossiles. Et puis du football, et Saint-Étienne qui s'impose aux dépens d'Auxerre 3-1 au stade Geoffroy-Guichard en match de la 7e journée de Ligue 1. Lille mène toujours face à Toulouse 2-1. En attendant, tout à l'heure à 21h, le match entre Rennes et Monaco en Bretagne. France Info. 20h, 21h, les informés. Victor Matet. Avec donc cette marche aujourd'hui dans les rues de Mazan, dans le département du Vaucluse, marche en soutien à Gisèle Pelicot. Léo Klim disait à l'instant qu'il y avait trop peu d'hommes sur les bancs lors de ce procès, également dans les rues. Aujourd'hui, Adeline Percept, vous partagez cette analyse ? C'est une analyse qui se situe sur le plan symbolique. Je pense que vous avez raison pour ce point-là. Maintenant, je pense qu'en France, l'énorme problème, il est juridique. Enfin, l'un des énormes problèmes, il y en a beaucoup, mais il est juridique. Je pense comme en Espagne. En Belgique, on a défini depuis 2022 que le viol, c'était quand il y avait absence de consentement. Donc on a retourné, si vous voulez, l'argument juridique. C'est ce qui manque, à mon avis, en France. Vous ne pouvez pas juste être dans l'incantation et dire « Ah oui, tous les hommes et toutes les femmes devraient s'intéresser à ces questions ». En rappelant que le débat est au cœur de ce procès, qu'il a été relancé. Emmanuel Macron avait dit que le consentement entrerait justement dans la loi, il l'avait dit le 8 mars dernier lors de la journée internationale des droits des femmes, et le nouveau ministre de la Justice, pour bien préciser, l'a redit dernièrement. Il faut qu'on dépasse le symbole. Il faut que juridiquement, il y ait des changements et sans changement juridique, vous pouvez faire ce que vous voulez. On va continuer avec des viols qui sont correctionnalisés. On n'a pas suffisamment d'éléments, donc en fait la justice ne les traite pas ou peu ou à minima. Et donc c'est ça l'énorme problème de la société française. Vous évoquiez l'Espagne, Adeline Percept. Les médias espagnols, notamment, sont très nombreux lors de ce procès autour de Gisèle Pelicot. On sait que le pays, on l'a dit, est en avance sur la France en termes d'accompagnement des victimes de violences sexuelles, de prévention, de formation. Il l'est aussi dans la façon de couvrir les procès liés à ces affaires. Tout à fait, tout à fait. L'Espagne, ça fait plus de 20 ans. C'était au début des années 2000 où les médias se sont emparés à partir d'un fait divers, grave fait divers, criminel fait divers, ils se sont emparés de cette information. Et donc aujourd'hui, quand vous avez un fait divers comme ça, c'est-à-dire une femme qui est violée, une femme qui est assassinée, etc., ça ouvre les journaux télévisés des 20h ou l'équivalent des 20h ou des 13h. C'est dans les premières pages des journaux. Donc l'Espagne s'est emparée médiatiquement. Et je suis d'accord avec mes confrères, sur les deux sont ceux qui nous surprend le plus déjà, effectivement. C'est le manque peut-être de personnes dans les manifestations. Il y a un cas similaire il y a quelques années en Espagne avec la Manada qui avait violé donc une jeune fille. Et il y a eu pendant des semaines, tous les jours, des manifestations dans toutes les villes espagnoles. Donc ça nous choque qu'en France, effectivement, il y ait que 300 ou 400 personnes aujourd'hui à Masson. Et puis, effectivement, après, c'est la question juridique, puisque l'Espagne, effectivement, comme la Belgique, a introduit le consentement dans la définition de viol. Je vous rappelle tout simplement que
que la France, depuis des mois, n'était pas d'accord pour une définition commune européenne de la définition du viol. Donc, espérons effectivement que ces malheureux succès nous amènent effectivement à changer la règle. L'Espagne, donc, le consentement est obligatoire, comme en Belgique. Richard Verly, on a parlé de la loi qui doit évoluer. Est-ce que ce procès, il peut aussi changer la façon, on l'évoquait, dont les médias du monde entier couvrent et parlent de ces affaires de viol? Est-ce que ça aussi, c'est une donnée importante? Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la manière dont le procès est conduit, alors moi je ne l'ai pas suivi, donc j'en ai lu les comptes rendus. La manière dont il est conduit va rester, parce que il y a des avocats des avocats des prévenus, donc de la défense, qui ont été, semble-t-il, assez durs vis-à-vis de Madame Pénicaud, et ça pose toute la question de comment on apprécie, comment on se comporte face à un cas comme celui-ci. Et pour moi, ce procès, il fera jurisprudence autant sur le fond, c'est-à-dire l'attitude des hommes et la question du consentement, que sur la forme, c'est comment on mène une bataille juridique sur ce thème-là avec ce type de prévenu. Donc je pense que dans les deux cas, c'est un procès emblématique. Et ce sera le mot de la fin pour ce soir. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau des Informés. Adeline Percept, correspondante pour la RTBF, la Belgique, à Paris. Léo Klim du journal allemand Der Spiegel. Juan José Dorado, journaliste espagnol indépendant pour plusieurs médias à Paris. Et Richard Verly, la Suisse, correspondant de Blick pour la France et l'Europe. Richard Verly, vous partez bientôt, je crois, d'ailleurs pour les États-Unis. Et oui, couvrir cette fameuse élection américaine le 5 novembre. On le rappelle, à suivre sur France Info. Merci à tous. Ces Informés reviennent demain matin. Très bonne soirée.